Alors, ce que tu viens de dire là sur l'idée encore futuriste de purger un volcan, bon, ça me fait penser à la chose suivante, c'est que la matière que rejette le volcan, ce magma, elle est en quantité finie, elle est stockée dans un réservoir qu'on appelle la chambre magmatique. Parce que on peut avoir en tête l'image d'une terre qu'on aurait tranchée comme une orange et qui serait à l'intérieur composé d'une matière en fusion, qui aurait partout une matière semi-liquide, et donc que le réservoir à magma serait quasi infini. En fait, ce n'est pas le cas. La Terre à l'intérieur, elle est solide, à de rares exceptions près, et ce qui sert de matière première à un volcan, cette matière en fusion, elle est stockée dans un réservoir qui a une contenance finie. Voilà, c'est vrai que c'est une idée fausse. Beaucoup de gens pensent que dans la Terre, il y a une écorce solide qui entoure un ensemble liquide et que si on perce la Terre, le magma sort tout seul sous pression. C'est faux. C'est faux Comme pourquoi? sortirait du Parce que pétrole, la ouais. Terre est solide, parce que la pression, bien sûr, s'oppose à la fusion. Donc c'est vrai que la température est très élevée au centre de la Terre, elle fait 5000 degrés. Donc à 5000 degrés, toutes les roches fondent. Mais comme il y a une pression extraordinaire, eh bien la pression s'oppose à la fusion. Donc il y a un peu un équilibre. Et si on fait un forage quelque part en France, sous Paris ou sous une autre région de France, eh bien on n'atteindra pas le magma, on atteindra des roches solides, qui est ce qu'on appelle le manteau terrestre. Donc on traversera la croûte qui fait 30 km pour atteindre le manteau. Puis après, on aurait le noyau, puis on arriverait à 5000 km. Alors, on aurait le noyau externe qui est liquide, mais on aurait quand même avant 3000 km de roches à traverser. Alors, par endroits un peu particuliers, extraordinaires, ce sont sous les volcans, il y a effectivement du magma liquide qui est du manteau fondu, qui est, comme tu l'as dit, souvent dans une chambre magmatique. Dans une chambre magmatique, c'est important. Une chambre magmatique peut faire plusieurs kilomètres de taille, de diamètre, de haut, et donc peut faire des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de kilomètres cubes. C'est énorme. Et en plus, cette chambre magmatique, elle n'est pas fermée. Donc elle s'ouvre vers le haut lors d'une éruption, mais elle peut aussi être réalimentée, parce que la fusion se fait encore plus bas. La chambre magmatique, elle est à peu près à moins 30 km, souvent la limite croûte-manteau, mais la fusion se fait vers moins 100 km. Donc à moins 100 km, il y a de la fusion. Le magma, qui est plus léger que la croûte et le manteau, a tendance à monter. Il monte par des fissures, il va dans la chambre magmatique, il se repose un peu. Dans une chambre, c'est ce qu'on fait, on se repose. Et puis quand les feux, tous les signaux sont au vert, et ben il repart dans l'autre sens et il remonte vers la surface, vers une éruption. Donc c'est vrai que les très gros volcans sont surplombent une très grosse chambre magmatique qui peut se vider. Si elle se vide, elle s'effondre. Si elle s'effondre, ça fait un cratère d'effondrement qu'on appelle une caldeira, qui fait plusieurs kilomètres de diamètre, et le cycle reprend. Après, la chambre se remplit à nouveau, le magma repart, le volcan reprend son activité, et on va dire que les gros volcans peuvent vivre 500 000 ans, 1 million d'années. L'Etna a 500 000 ans, la montagne Pelée aussi, et un volcan peut vivre facilement, enfin un gros volcan peut vivre 1 million d'années. La caldeira, c'est-à-dire ce volcan qui s'est effondré sur lui-même, il y en a une qui est particulièrement célèbre, c'est la caldeira de Santorin en Grèce, qui est associée à la légende de l'Atlantide. Voilà, donc il faut comprendre que le volcan il se purge, et s'il libère plusieurs kilomètres cubes de magma, ben, il y a un trou en dessous, et à un moment donné, ben, le volcan il peut plus tenir en équilibre, donc il s'effondre sur lui-même. Donc ça fait un cratère circulaire à bord verticaux et à fond plat, qu'on appelle caldeira. Caldeira, c'est un mot portugais qui veut dire chaudron, donc ça mime un chaudron, un gros chaudron gigantesque, et ça peut faire plusieurs kilomètres de diamètre. Donc tu as raison, Santorin, parce que la caldeira en plus est envahie par la mer, donc on peut arriver par bas, en plus elle est ouverte sur l'extérieur, et on est entouré d'une muraille de roches volcaniques multicolores, du blanc, du rouge, du noir. C'est fantastique. Pour en arriver à Santorin par la mer, par la caldeira, c'est extraordinaire. C'est une de mes grandes émotions de volcanologue. Alors, des calderas, il y en a à beaucoup d'endroits. Il y en a même en France. Il faut savoir que nos volcans d'Auvergne, comme le Cantal et comme le Mont d'Or, ont fait des calderas. Et si on a des amis auvergnats qui nous écoutent, ils savent bien que au Mont d'Or ou à la Bourboule, on est dans la caldeira du Mont d'Or, donc on dort dans une caldeira. Donc moi, j'amène mes étudiants chaque année à la Bourboule. Je leur dis pas la première année, la première soirée, puis le lendemain, je leur dis, vous êtes sans le savoir, vous avez dormi dans une caldeira, et vous voyez, on y dort très bien. Alors bonjour à Marit11, bonjour, il y a plein d'internautes qui nous rejoignent en nous disant ah, j'ai raté une demi-heure, Bonjour à etc. tous, Ils nous c'est mettent très sympa, ouais, des super smileys qui sympathique. pleurent. Il ne faut pas pleurer parce que d'abord, le replay de l'émission, ça sera toujours visible sur la chaîne Twitch de Sciences et Avenir, mais aussi sur le site de Sciences et Avenir, sciencesavenir.fr.
Je l'ai dit en début d'émission, cette chaîne Twitch de Sciences et Avenir, elle propose un direct tous les jeudis à 17h30 sur des sujets scientifiques différents. On a fait les araignées la semaine dernière, on avait fait le vaudou la première semaine, on avait fait l'exploration spatiale également. Donc, il faut s'abonner à la chaîne Twitch de Sciences et Avenir pour être au courant de toutes les vidéos. Jacques-Marie, il y avait une question. Il reste encore 1 heure ensemble, hein. Et il reste 1 heure ensemble, on a encore 1 heure ensemble. Donc, Jacques-Marie, il y avait une question là, des internautes à propos de tout ce que tu as décrit sur la chambre magmatique, ce qui se tramait dans les entrailles de la Terre. Et il y a un internaute qui dit, c'est vrai que la question, elle est naturelle, mais comment on sait ce qui se passe si profondément dans le sol, alors que par définition, on ne peut pas le voir? Quelles sont les techniques qu'on emploie pour ausculter les entrailles de la Terre? C'est le grand challenge du volcanologue et de la volcanologie, c'est qu'on voit que la partie émergée de l'iceberg. On voit un volcan qui fait 3-4 km de haut au-dessus de la surface, et le magma est à moins 100 km. Donc, tout ce qui est en dessous, il faut. Alors, on le connaît par différentes façons. Ça peut être par géophysique, par les ondes sismiques Voilà, des ondes, nous dit Nac Monreuf. Que tel endroit est fondu. Également, les volcans remontent des roches profondes. Donc ça, c'est parmi mes travaux qu'on appelle de pétrologie, l'étude des roches. Donc quand j'ai des roches profondes qui sont remontées par un volcan, souvent c'est des témoins du manteau. Actuellement, justement, je suis avec un collègue camerounais, j'étais encore là ce matin, en train d'écrire un article sur des roches vertes remontées par un volcan camerounais, témoins du manteau sous le Cameroun. Donc on a une idée de ce qui se passe, comment on a des morceaux de manteau, on peut en tenir dans les mains, remontés par les volcans. Puis effectivement, puis on fait des calculs d'équilibre de pression-température. Donc voilà, on a une idée assez bonne. Et puis également, il faut savoir qu'un volcan, quand il meurt, il est érodé, il est usé. Donc des volcans très vieux, ils sont tellement usés que la chambre magmatique affleure, on peut la regarder. Donc il y en a une qui est très célèbre, qui est au Groenland, qui s'appelle le Skjergård. J'en parle d'ailleurs dans mon livre Volcanologie que tu as cité. Eh bien, le Skjergård, c'est une chambre magmatique fossile qui est à fleur. On peut donc marcher dessus pour voir comment elle est constituée. Donc, on connaît sa taille, sa forme, sa constitution. Donc, entre les enregistrements géophysiques, les témoins pétrologiques de roches remontées et les chambres fossiles qui sont en surface maintenant, on a, on va dire, une bonne idée d'une chambre magmatique. Bon, Jacques-Marie, la taille d'une chambre magmatique, c'est souvent plusieurs kilomètres de diamètre, voire les plus grandes, quelque chose. J'ai un internaute qui me parle de Yellowstone. Yellowstone, c'est une chambre magmatique 80 km de long, 50 de large, et c'est des centaines de milliers de kilomètres. Tu as un message privé, si je puis dire, sur le champ là, des commentaires. Ouais, c'est Jean-Paul. Effectivement, c'est voilà, je pense un que ami c'est quelqu'un que tu de longue connais. date. Voilà, il y a Cédric 22400 qui dit pensez-vous que l'augmentation des microséismes de la montagne Pelée, qu'est-ce que vous en pensez ces microséismes sur la montagne Pelée depuis quelques mois? Oui, alors effectivement, la montagne Pelée, donc c'est un volcan célèbre, j'atteste de. Ah, là, je crois qu'on tape. C'est un de mes volcans que j'aime beaucoup, j'y suis allé plusieurs fois, 9000 morts, qui a refait une éruption plus modeste en 1929-1932, donc qui sera amené tôt ou tard à faire une nouvelle éruption. C'est pour ça qu'elle est très surveillée par un observatoire de l'Institut physique du globe qui veille sur la montagne Pelée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a des spécialistes, des techniciens, des chercheurs, des ingénieurs qui surveillent la montagne Pelée. Or, cet observatoire nous dit que depuis quelques mois, on a des microséismes qui augmentent sur la montagne Pelée. Donc, ça veut dire qu'il faut surveiller. Pour l'instant, ce n'est pas alarmant à ce point de vue-là, mais c'est néanmoins à surveiller. Donc, l'observatoire fait passer l'alerte, c'est-à-dire de vert on passe à jaune, après il y a orange, après il y a rouge. Donc, vous voyez, c'est pour montrer qu'il y a une certaine alerte, une prise de conscience. Donc, on surveille tout ça. Qu'est-ce qui peut se passer? Ça peut durer pendant plusieurs années puis s'arrêter. Ça peut s'arrêter demain, ça peut reprendre. Donc, tant qu'il n'y aura pas vraiment beaucoup plus de microséismes avec des déformations et puis d'autres facteurs type des fumerolles, des modifications de température, des champs magnétiques, des champs telluriques, des champs électriques, de champs gravimétriques, pour l'instant, ce n'est pas très inquiétant. C'est jaune, on surveille, on fait attention, on est vigilant. L'observatoire est là. Et pour l'instant, on surveille, mais voilà, on sait que la montagne Pelée est potentiellement active et que tôt ou tard, ça peut être dans 100 ans, dans 200 ans, comme tous les volcans des Antilles, comme la de Saint-Vincent actuellement, comme celle de Montserrat il n'y a pas si longtemps que ça, c'est des volcans qu'il faut surveiller de façon sérieuse. Asirem RDS dit l'éruption de 1902 est encore dans l'imaginaire des locaux, j'imagine. Oui,
C'est un camp français, la Martinique. Hein. Donc moi, je sais que mon grand-père en parlait. Mon grand-père était né en 90. Il disait quand il avait 5 ans, il se disait qu'il y avait des collectes qui avaient été faites en France, mais les gens, il y avait eu 28 morts le 8 mai, 1000 morts le 30 août à Morne-Rouge, c'était une catastrophe, la montagne Pelée, il y avait eu des prémices, et puis actuellement, bien sûr, ce qu'on fait, c'est qu'on revisite cette éruption. Moi-même, j'ai fait ma thèse en montagne Pelée, j'ai participé à des émissions. Si la même éruption se produisait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ferait? Bien sûr, on évacuerait les gens avant, parce qu'on avait des moyens. Il faut savoir qu'en 1902, il n'y avait pas de sismographe, pas d'hélicoptère, pas de GPS, c'était un peu la préhistoire de la volcanologie, et qu'en 100 ans, que de progrès, comme dans toutes les sciences d'ailleurs. Alors, il y a un des internautes qui a posé une question. Est-ce qu'on peut prévoir les éruptions volcaniques? Avant d'y répondre, Jacques-Marie, je voudrais juste faire une petite parenthèse, mais qui amène à cette question. C'est que ton bouquin, là, chez Duno, je disais que c'était pour un public un peu expert. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a plein de petites infos qu'on peut grappiller qui sont vachement intéressantes et vachement percutantes. Et par exemple, tu expliques que l'UNESCO a fait une sorte de recensement des volcans à travers le monde, et ils en ont détecté une centaine de volcans dangereux, des volcans à haut risque, disent-ils. Ces volcans-là, on peut imaginer, on peut espérer qu'ils sont, alors aujourd'hui on dirait monitorés, c'est-à-dire bardés de capteurs, d'observateurs, etc., de gens qui pourraient dire « Ah, attention, dans une semaine, il va rentrer en éruption, faites vos bagages ». Est-ce que ça, c'est possible aujourd'hui? Alors, c'est vrai que sur les 1550 volcans sur les continents que j'ai cités, tu as raison, une centaine a été identifiée comme étant des volcans potentiellement très dangereux. D'une part parce qu'ils ont un passé et un passif de volcans explosifs qui ont fait des éruptions, comme on a parlé de Santorin, comme on a parlé de la Pelée, donc on fait des éruptions importantes, et qui sont aussi malheureusement situés dans des régions peuplées. Et c'est les deux qui jouent. Un risque, c'est à la fois un hasard, c'est-à-dire une probabilité multipliée par un enjeu. Et l'enjeu, c'est les gens et leurs biens. Donc les vies humaines et les biens. Donc il y en a une centaine identifiés. Donc c'est vrai que maintenant, on va dire que ces 100 volcans-là sont très bien surveillés. Il y a toujours des observatoires qui ont été donc créés, notamment grâce à l'UNESCO aux Nations Unies. Il y a eu une décennie qui avait été dédiée à ces risques naturels. Il y a des gens compétents qui ont été formés en collaboration avec des pays qui étaient plus avancés à l'époque. Donc il y a du matériel. Donc c'est vrai que tous ces volcans sont monitorés, comme tu dis, comme monitoring, c'est quand quelqu'un est malade aussi, il peut être monitoré, c'est on prend sa tension en direct, on prend son pouls, etc. Donc le volcan, voilà, je prends cette comparaison parce que le volcanologue se comporte à ce moment-là un peu comme Docteur. un docteur au chevet d'un malade, non pas que le volcan est malade, hein, mais il fait des poussées de fièvre quand même. Et donc, ce volcan est bardé de capteurs. Ces capteurs sont reliés à l'observatoire, qui est à une certaine distance du volcan, donc assez près pour observer, mais assez loin pour être protégé. Et c'est vrai que quand une éruption arrive, il y a des tas de signaux qui sont très bien connus maintenant. Et les principaux, c'est de la sismologie, c'est des microséismes qui sont à peine perceptibles, magnitude entre 2 et 3, mais ça peut être plusieurs centaines, voire 1000 à 2000 par jour. C'est-à-dire qu'en fait, c'est sans arrêt, sans arrêt. Donc, on voit à ce moment-là, les capteurs sont complètement saturés. C'est ce qu'on appelle une suite de petits séismes. Le magma qui pousse en dessous, il fait gonfler un peu le volcan. Alors, ça ne se voit pas à l'œil nu, bien sûr, mais sur un volcan de plusieurs kilomètres de diamètre, il peut gonfler d'1 centimètre. C'est mesurable. S'il y a des fumerolles qui changent de température, qui passent de 100 à 200 degrés, qui changent de composition, s'il y a des sources chaudes, des rivières qui sortent du volcan, qui sont modifiées, puis on peut faire des mesures géophysiques, les champs magnétiques, le champ gravimétrique, le champ électrique. Si on voit que tout ça bouge, tout ça change, ça veut dire que le magma est en mouvement sous le volcan et qu'une éruption est fortement possible. Attention, fortement possible ne veut pas dire qu'elle est sûre, parce que le magma n'en fait qu'à sa tête, il peut aussi monter de moins 30 km jusqu'à moins 5, jusqu'à moins 3, puis s'arrêter. Donc, il y a des éruptions qui s'arrêtent et c'est difficile à gérer parce qu'à ce moment-là, finalement, les gens disent « Vous, les volcanologues, vous êtes trompés ». Non, on ne s'est pas trompé, on a montré que le magma est un danger, donc le bon sens, c'est de sauver les gens, de sauver la population, donc d'évacuer les gens. S'il n'y a pas eu d'éruption, voilà, à la limite, tant mieux, les gens rentrent chez eux, mais au moins, ils sont sains et saufs. Et puis, souvent, souvent, c'est que quand on enregistre tous ces micro-séismes qui durent, etc., ça aboutit à une éruption, et à ce moment-là, effectivement, des éruptions sont assez bien gérés. On va dire que moi, j'ai un petit peu un doyen domaine, hein, eh bien, j'ai vu des progrès énormes de prévision. Et c'est vrai que depuis une vingtaine d'années,
la plupart des éruptions ont été bien gérées et les gens ont pu être évacués. Et on va dire, alors on n'est pas à l'abri d'une catastrophe dans les années à venir, hein, mais on a eu des bons résultats sur plusieurs décennies depuis une vingtaine d'années. Alors évidemment, c'est très très important quand on pense par exemple à des mégapoles comme Naples qui sont construites à flanc de volcans comme le Vésuve. On a une idée, alors là on parlait de façon de détecter la possibilité d'une éruption. Là, dans les internautes, il y en a qui ont des idées plus radicales. Il y a Aigle Royal qui a une idée qui est digne d'Elon Musk, qui se demande qu'est-ce qui se passerait si on mettait une bombe dans le cratère d'un volcan. Si ça, là, pour le coup, c'est la purge ultime. Alors oui, il faut déjà savoir que un volcan lui-même, c'est l'équivalent de nombreuses bombes atomiques. On parlait tout à l'heure de l'éruption du Tambora, qui est une des plus grandes éruptions historiques. Le Tambora, c'était 7 millions d'Hiroshima. Donc si on met un Hiroshima dans le Tambora, pour lui, c'est pas grand-chose. Maintenant, effectivement, tout à l'heure, quand je disais qu'on avait l'idée de réactiver les volcans pour leur faire des éruptions On a modestes, Valentin qui nous fait un coucou là. mon idée, salut Valentin, mon idée c'était de leur dire effectivement que peut-être certaines bombes atomiques bien placées pourraient faire une mini-éruption qui serait peut-être gérée par l'humain. Donc il faut faire attention. Pour l'instant, on ne sait pas faire. Pour l'instant, ça serait jouer les apprentis sorciers, mais ça serait peut-être un souci dans l'avenir de prévoir des éruptions, de les gérer davantage. Mais il faut savoir qu'avec un volcan, face à un volcan, entre un humain et un volcan, comme on dit en judo, on ne tire pas dans la même catégorie, quoi.